Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Pierre Benoît, Les Agriates. Ces Agriates, c'est un roman d'un auteur dont j'ai déjà parlé pour l'Atlantide. C'est un roman qui est dans les bibliothèques de cette maison où je me trouve depuis très longtemps. Il porte même le nom de jeune fille de ma maman, qui l'a donc lu bien avant moi. Je ne sais pas exactement quand, avant ma naissance. Et donc, je vais moi-même suivre ses traces et lire ce livre. Pierre Benoît, c'est un auteur passé de mode, et en le lisant, on comprend sans doute un peu pourquoi. C'est d'une facture assez traditionnelle, voire réactionnaire. C'était le cas déjà dans l'Atlantide que j'avais présenté il y a quelque temps, avec des discours qui sont à la fois un peu néocolonialisme ou colonialiste, puisque la colonisation à l'époque n'était pas tout à fait terminée, et très peu amène envers les femmes. Et là aussi, la place des femmes, le rôle des hommes et des femmes est assez rigide, disons. Eh bien, c'est un auteur donc qui a pas mal vieilli depuis ici 1950, date donc des Agriates. Alors les Agriates, c'est une région assez désertique de Corse, et donc on est face ici à un roman corse. Un roman corse en fait dans la plus pure tradition, et donc aussi dans les plus purs clichés de ce qu'on imagine de la Corse à travers déjà des auteurs auparavant, comme évidemment Prosper Mérimée, des gens comme ça qui ont déjà raconté pas la même histoire, mais des histoires de vengeance, des histoires de famille, des histoires de gens qui ne renoncent à rien et qui sont cramponnés à leur honneur. Alors, cette histoire, je ne vais pas la raconter en entier. Il s'agit d'un berger corse qui raconte à un prêtre ce qu'il a vécu 30 ans auparavant. Ce qu'il a vécu en compagnie de son maître dans une grande famille corse, et une histoire terrible liée à un mariage qui déjà en lui-même était perçu comme un déshonneur, notamment par la mère de celui qui se mariait avec une femme beaucoup plus jeune que lui. Ça, ce n'était peut-être pas le problème, mais surtout qui avait des origines de Lucques, des origines donc d'une ville d'Italie mal famée d'après les famille de cette noblesse corse qui se croyait au-dessus de ces gens-là. Et donc la mère va avoir là aussi un rôle assez fort et extrêmement sévère vis-à-vis de son fils qui, d'après elle, fait une folie. Donc elle s'en va, elle laisse la place à la jeune Aquilina, et cette Aquilina est évidemment très belle, belle au point de plaire à tous les hommes qui se trouvent dans son entourage, suscitant forcément la jalousie de Aldo, son mari, et peut-être plus que la jalousie. Et elle, Aquilina, Mademoiselle Pietra di Verde, ça c'est son nom de jeune fille. Eh bien, cette jeune fille de 22 ans qui, dans la solitude noire et verte de sa Castagnica, je prononce le corse ou l'italien de manière assez peu sûre, n'avait été certainement approchée d'aucun homme, était peut-être mieux armée pour les sombres joutes passionnelles que ce libertin qui n'en était même pas un. L'aima-t-elle? Je l'espère.
c'est donc son futur mari, ici c'est avant le mariage. Combien de temps? Je n'en sais rien. Chercha-t-elle même jamais à se rendre compte de ce qu'elle devait à celui qui lui avait voué un culte et transformé pour elle en allègre quiétude un morne destin sans issue? Je ne peux l'affirmer davantage. À présent, il convient d'avoir le triste courage de le dire. Si Aquilina avait eu 10 ans de plus ou Aldo 10 de moins, la chose n'en eût que mieux valu pour tous deux. Je pense que tout le monde doit se trouver à peu près d'accord là-dessus. Il y a cette différence d'âge qui fait que cette Aquilina, au fond, n'est sans doute pas heureuse avec ce mari plus âgé qu'elle. Mais surtout, à un moment donné, le mari découvre, après une partie de chasse, où on voit bien qu'autour de l'épouse Aquilina qui est là, il y a d'autres hommes. Est-ce que ces hommes sont attirés? Il y en a 3 en particulier qui lui tournent autour. Et le mari découvre donc une lettre qu'a écrit son épouse et qui va provoquer chez le mari une colère, et plus qu'une colère, un désir de vengeance tout à fait extrême. Voici le contenu de la lettre qu'il découvre, écrite par sa femme après cette partie de chasse avec ces 3 hommes qui semblent intéressés par la beauté froide d'Aquilina. Ces mots hâtifs, mon bien-aimé, te supplieront de ne pas te montrer aussi effroyablement téméraire qu'hier. Ne quitte pas la chasse un seul instant. Aurais-tu 1000 fois la certitude que ton absence ne devra pas être remarquée. Vous êtes vraiment trop peu nombreux cette fois-ci. Il y avait d'autres chasses où ils étaient 4, 5, 6, 12, 17. Et là, ils sont que 3 ou 4. Pour toi, bien plus encore que pour moi, je te conjure, mon cher amour, d'observer une prudence qui va coûter à celle qui t'adore encore plus qu'à toi, tu le sais. Le mari découvre ceci. Il découvre que son épouse a un amant, que cet amant était à cette partie de chasse, donc il peut savoir qui c'était, ou en tout cas que c'était l'un des 3 hommes présents à ce moment-là. Et le mari va d'emblée réagir d'une manière tout à fait extrême, c'est-à-dire qu'il va décider de tuer ces hommes, ou du moins de tuer celui qui était l'amant. Pour épargner les 2 autres, il faudrait que son épouse dénonce celui qu'elle aime. Et donc, s'ensuit une confrontation entre l'épouse qui ne dit rien et le mari qui, petit à petit, va tuer ces hommes. Histoire donc tout à fait tragique, qui aujourd'hui nous paraît invraisemblable. Face à une telle situation, aujourd'hui, on ne va pas aller à de telles extrémités. S'il fallait tuer tous les adultères, on serait plus beaucoup sur cette terre. En plus, l'épouse, justement, elle se trouve enfermée dans ce lieu assez sévère, assez dur, assez désertique, qu'est la propriété des Agriates de cette région, où il n'y a pas grand-chose à faire pour une femme seule. Et donc, on nous raconte ce que vit aussi cette femme, forcée de dénoncer son amant, non pas pour le sauver, parce que le mari va
tuer un par un ceux qui sont peut-être l'amant de son épouse, mais pour sauver éventuellement un innocent ou deux innocents. Pourtant, il ne dit rien. Alors, je ne vais pas raconter la fin de l'histoire, qui ne peut pas se terminer bien. Ce genre d'histoire ne se termine jamais bien. Donc, on est ici dans un récit qui nous prend quand même par les sentiments et par l'intensité de ces sentiments, par aussi un certain suspense. Finalement, on a envie de savoir qui est l'homme avec qui Aquilina a fauté, et si à un moment donné, il ne va pas y avoir aussi une sorte de sursaut de pardon peut-être, ou en tout cas un sursaut d'humanité de la part du mari face à cette faute-là. Est-ce que la vengeance sera implacable jusqu'au bout, ou est-ce que, à l'instar d'Edmond Dantès dans le roman de Dumas, il y aura une exception à la vengeance? Donc une histoire qui est véritablement la Corse telle qu'on se l'imagine, dans tout ce qu'elle a de rocailleux, de dur, et les cœurs eux-mêmes sont durs tout en étant passionnés. Alors c'est bourré de clichés, on n'écrirait plus un truc pareil aujourd'hui, et c'est un livre qui a vieilli, mais cette intrigue-là va quand même susciter l'envie de savoir et une certaine compassion pour ce cercle dans lequel sont enfermés les personnages et dont ils ne peuvent pas se sortir, ce carcan de l'honneur et de l'amour tragique qui les empêche de vivre de manière heureuse finalement. Les Agriates, un roman de Pierre Benoît.